toutes et à tous. Sachez que je suis très fier d'être aujourd'hui devant vous, ici en Tunisie. Pourquoi? Tout simplement parce que la Tunisie est un pays visionnaire en termes de numérique. Je crois que vous vous souvenez tous, il y a environ une dizaine d'années, que la Tunisie organisait le 2e sommet mondial sur la société de l'information. Et c'est pour ça que je me réjouis tout particulièrement aujourd'hui de parler de cette transformation numérique qui nous touche tous. Mais avant, j'aimerais tout simplement remercier nos hôtes. Je pense à Nasser Chou et à Mounir Ferri, qui ont fait un travail sans qui nous ne serions pas là. Et je crois que ça vaut le coup aujourd'hui de les féliciter pour tout ça. Merci. Je tiens aussi à remercier les partenaires, parce qu'il n'y a pas de grande conférence sans des partenaires, sans des sponsors. Et ils sont présents, ils sont avec nous, et vous verrez qu'ils ont des solutions particulièrement originales aussi à vous présenter. Donc merci à eux. Je pense que ça vaut le coup de... Alors, sans plus tarder, je vais me présenter aussi rapidement, juste pour dire que je vais bientôt fêter mon demi-siècle d'existence. Et oui, bravo. Merci. Et qu'en fait, je suis tombé, moi, dedans tout petit dans l'informatique. Ingénieur en informatique de gestion, ingénieur en informatique industrielle. Et j'étais destiné à faire une thèse en intelligence artificielle. Et il se trouve que, comme j'étais pas bon du tout en langue, je suis allé travailler en Allemagne, en Suisse, pour essayer de perfectionner la langue de Goethe, et notamment celle de Shakespeare. Et très vite, les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, je pense à des sociétés comme BASF, qui était à l'époque la plus grande entreprise européenne, m'ont dit, vous savez, l'intelligence artificielle, ça ne nous sert pas à grand-chose. Nous, aujourd'hui, le vrai problème qu'on a avec l'informatique, et ça datait d'il y a plus de 25 ans, c'est de savoir qu'est-ce que ça apporte exactement, qu'est-ce que ça apporte à nos organisations, surtout en termes de valeur, de performance, voire d'innovation. Et ça fait 25 ans que je continue à travailler, toujours dans le monde de la recherche, sur ce sujet, pour essayer de comprendre, modestement certes, mais qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors voilà pourquoi j'ai voulu tout simplement partager avec vous quelques réflexions, mais pas juste des réflexions basées sur des faits. Parce que nous sommes des ingénieurs, nous sommes des gens qui ayons besoin de chiffres, qui ont besoin aussi de convaincre nos dirigeants qu'il y a véritablement quelque chose qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer dans le monde, on va voir que c'est un phénomène qui va révolutionner à la fois l'économie, mais aussi la société. Un phénomène comme il y en a eu peu, très peu, dans toute l'histoire, je dirais, du monde et de l'humanité. Alors pour ce faire, mon introduction, vous verrez, sera très simple. Je vais citer un économiste qui, avant tous les autres, a vu que quelque chose était en train de se passer. Cet économiste s'appelle Ken Boulding. Il observait, dans les pays développés, la part des cols blancs par rapport à celle des cols bleus. Je rappelle que les pays développés sont devenus riches simplement parce qu'ils ont réussi, et on l'expliquera dans un instant, la révolution industrielle. C'est ça qui a créé de la richesse. Et qu'est-ce que voit Ken Boulding? Tout d'un coup, dans les chiffres, dans les statistiques, il voit le nombre de cols blancs augmenter dramatiquement. Surtout qu'à l'époque, les économistes appelaient les cols blancs, dont nous faisons tous partie ici, des improductifs. Ils comprenaient que la valeur se faisait dans la transformation de la matière, mais ils ne comprenaient absolument pas ce que les cols blancs pouvaient apporter aujourd'hui à l'économie. Voilà pourquoi cet homme, avec sa compréhension d'économiste, c'est-à-dire de théoricien de la valeur, a cité cette phrase qui, je crois, fera date: le concept d'industrie du savoir ou de connaissance contient suffisamment de dynamite pour renvoyer les économies traditionnelles sur orbite. Ce qu'était en train de dire Ken Boulding, c'est « Attention, vous pays riches, les cartes vont être rebattues prochainement ». Et vous savez quand est-ce qu'il a cité ceci, cette phrase prémonitoire, qui correspond parfaitement d'ailleurs avec l'intervention de M. Kellel précédente, qui ne met pas en avant la technologie, mais bel et bien l'information de la connaissance. Eh bien, il l'a cité avant que je naisse, en 1964. En 1964. Alors un autre économiste, qui est le grand économiste des pays développés, en particulier de l'OCDE, s'appelle Angus Maddison. Angus Maddison a fait des travaux absolument remarquables pour comprendre comment la richesse se crée depuis le 1er siècle de notre ère. Qu'est-ce qu'il a montré?
eh bien, quelque chose qu'il faut absolument retenir, c'est que l'homme n'a pas créé de richesse du 1er siècle jusqu'au 18e siècle. Et il donne même un chiffre qui est un chiffre mythique qu'il faut retenir, c'est le fameux 500 $ par an par habitant. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les modes de fonctionnement, de travail, n'ont pas été modifiés. On travaillait de manière artisanale, dans l'agriculture, dans les champs, avec comme objectif tout simplement de subvenir aux besoins alimentaires de la population. Et qu'est-ce que constate Angus Maddison? Que c'est très clairement le phénomène d'industrialisation qui a commencé à enrichir la population, en tout cas ceux qui ont eu la bonne stratégie. Alors pour résumer tout ça, si on part finalement de ce qui a toujours été présent, c'est-à-dire l'agriculture, eh bien, on a ce fameux 500 $ par an par habitant, qui, je le rappelle, aujourd'hui, est un chiffre un peu mythique et pour les économistes et les altermondialistes, puisque c'est le fameux seuil de la pauvreté. Hein, si vous ramenez ça à une journée, ça fait environ l'équivalent de 2 $ par jour par habitant, hein, qui est le seuil de la pauvreté. Il y a 2 milliards encore de personnes, malheureusement, qui ne gagnent pas plus que ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, très clairement, il y a eu la révolution industrielle. Et la révolution industrielle, on a les chiffres, Angus Maddison le montre clairement, on a multiplié par 10 la richesse par habitant. Multiplié par 10. Voilà ce qui a fait que les pays qui ont choisi la bonne stratégie sont tout simplement devenus les pays riches tels qu'on les connaît. Mais ça ne s'arrête pas là. Angus Maddison va plus loin et explique qu'il y a une deuxième révolution qui est en train de se passer. On l'appelait la révolution de l'information et des services. On la résume aujourd'hui par révolution numérique. Et elle, qu'est-ce qu'elle apporte? Eh bien, tout simplement une multiplication par 10 encore de la richesse par habitant. C'est-à-dire que les sociétés qui vont rester dans un mode purement industriel de fonctionnement, il y a fort à parier qu'elles soient tout simplement remises en cause, parce qu'il y a aujourd'hui un modèle beaucoup plus efficace de fonctionnement et qui génère beaucoup plus de richesse. Voilà ce qu'il faut retenir déjà de par les travaux d'Angus Maddison. Alors, le moteur de la transformation, tout le monde met en avant l'outil informatique. Et c'est vrai que les chiffres sont fabuleux. Pensez qu'aujourd'hui, on vend chaque année 350 millions d'ordinateurs, 230 millions de tablettes, ce sont les derniers chiffres 2014. Pire, 2 milliards de téléphones portables sont vendus chaque année. Ce sont les chiffres 2014. En 2013, c'était 1,9 milliard. En 2012, c'était 1,6 milliard. On n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité un objet, un produit se vendre autant de fois. Autant de fois. À tel point d'ailleurs que le parc est monstrueux. On a, en termes d'ordinateurs, 3,5 milliards d'ordinateurs fixes ou portables actifs dans le monde. C'est-à-dire que 50% de la population mondiale est équipée. Pensez par exemple ce qui a été la première industrie après la révolution industrielle, c'était l'industrie automobile. Ça fait 100 ans qu'on produit des automobiles. On n'en a que 1,4 milliard aujourd'hui circulant sur nos routes. Que 1,4 milliard. Et si on parle du téléphone, eh bien, l'UIT à Genève a récemment donné des chiffres. On vient de dépasser les 7 milliards de téléphones actifs. Si on prend d'ailleurs les opérateurs télécoms, ils nous disent la même chose, c'est qu'aujourd'hui on a plus de 7 milliards d'abonnements. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Et donc, tout le monde aujourd'hui est convaincu qu'il y a une vraie révolution et que cette révolution est d'abord technologique. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte? Des chiffres que peu connaissent, c'est que le secteur informatique et télécom est devenu, tenez-vous bien, le premier secteur économique mondial. Aujourd'hui, il représente en termes de chiffre d'affaires plus que l'industrie du pétrole. Il représente par rapport au secteur automobile, qui était, on l'a vu, le fleuron du secteur industriel en termes de création de richesse et d'emploi, eh bien, il représente 5 fois plus de chiffre d'affaires. 5 fois plus de chiffre d'affaires, tenez-vous bien. 3 à 4 fois plus que l'industrie pharmaceutique, 10 fois plus que l'industrie agroalimentaire, 10 fois plus que l'industrie agroalimentaire.
Si on prend sur un autre plan, les hommes les plus riches de la planète, dans le top 5, il y en a 3 qui viennent du secteur informatique et télécom. Si on n'est toujours pas convaincu, alors on regarde le dernier classement des top 2000 de Forbes, qui présente chaque année les 2000 premières entreprises mondiales. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y en a plus de 210 qui viennent du secteur informatique et télécom. Le plus jeune milliardaire de tous les temps, entrepreneur, le fameux Mark Zuckerberg, est devenu milliardaire à 22 ans. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de la gestion et de l'économie d'entreprise. Et ce qui est encore terrible, sur encore un autre plan, si on prend celui des marketeurs, il y avait une marque absolument mythique après-guerre, qui était la fameuse marque Coca-Cola, reconnue par 99% de la population mondiale. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années? Remplacée par Apple et Google. Et regardez dans le top 5, vous trouvez 4 entreprises du secteur informatique et télécom. Voilà les chiffres du secteur informatique. Voilà les chiffres que la plupart des décideurs ne connaissent pas encore. Voilà pourquoi il faut effectivement, quand on est une nation moderne, se positionner sur ce secteur-là. Et voilà pourquoi, quand je vous disais que je suis fier d'être en Tunisie, il y a déjà 10 ans, j'entendais ce discours ici, qu'effectivement le secteur informatique et télécom, ce qui a permis d'ailleurs à la Tunisie très brillamment de se positionner sur certains secteurs à valeur ajoutée, dont notamment le secteur des services et de l'édition. Alors maintenant, il y a une confusion. Il y a une confusion terrible, comme il y en a beaucoup dans notre domaine, qui est une science jeune, très jeune. C'est la confusion entre numérique et informatique. Très clairement, informatique, c'est le producteur. C'est celui qui amène les technologies, qui amène les solutions de demain. Le numérique, c'est autre chose. Le numérique, c'est le consommateur. C'est celui qui repense son business model, c'est celui qui invente de nouveaux modèles d'affaires, c'est celui qui optimise son fonctionnement grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et qu'est-ce qu'on constate? Que le numérique, c'est une vague de fond, un tsunami encore plus important que le secteur informatique et télécom. Juste pour vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, on échange chaque minute dans le monde 200 millions d'emails. 200 millions d'emails. Chaque seconde dans le monde, il y a 10 nouveaux sites internet qui sont créés. 10 nouveaux sites internet qui sont créés. Ce qu'on considérait être la première entreprise numérique, c'est la fameuse Amazon. Elle génère chaque minute 100 000 $ de chiffre d'affaires. C'est pas pour rien qu'ils ont inventé le cloud avec l'elastic computing, l'elastic storage. C'est parce qu'ils en avaient besoin eux-mêmes. Ils avaient besoin d'une informatique qui soit ce qu'on appelle scalable. Moi, je m'attendais à ce que ce soit IBM, HP, etc. qui l'inventent. Non, 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 ça a été Amazon. Mais Amazon, depuis longtemps, ne parle plus de téraoctets, ils parlent d'hexaoctets. Pour eux, la donnée, c'est pas une donnée, c'est une connaissance quand elle est bien analysée. Amazon vous connaît bien mieux que le libraire que vous visitez chaque semaine ou chaque mois. Voilà pourquoi elle est considérée aujourd'hui comme une des entreprises les plus innovantes et dans le monde occidental, c'est la première société numérique. Je rappelle juste son chiffre d'affaires, on n'est pas loin d'aujourd'hui de 90 à 95 milliards, tenez-vous bien, de dollars de chiffre d'affaires. Alors dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien que le numérique, c'est autre chose. Ce n'est pas le monde du producteur, c'est le monde du consommateur. Et vous allez voir, ce que je vais vous dire est terrible sur le monde du numérique, parce qu'on n'en est qu'au tout début. Et avant de vous parler de ça, je vais vous citer, alors d'abord quelques chiffres, ça qui viennent comme toujours du monde scientifique. Je ne prends pas des études qui sont sponsorisées par des cabinets de conseil ou d'audit assez rarement, toujours des études qui viennent du monde académique, parce que je rappelle que la source même du cabinet que je représente vient du monde académique. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la croissance, déjà, du commerce en ligne a explosé depuis 10 ans, avec plus 40 à plus 60% de croissance. Je rappelle que la croissance mondiale, depuis ce qu'on appelle les 30 glorieuses, est de l'ordre de 3 à 4 points par année. Donc ça veut dire que la croissance via le canal Internet est 10 fois supérieure. 10 fois supérieure. Ne pas être présent sur Internet, c'est déjà, quelque part, être rétrograde, passer à côté de cette révolution. Mais autre chose, toujours de scientifique,
les entreprises qui se sont repensées leur fonctionnement, leur process, je pense à des entreprises comme EasyJet, Ryanair, qui sont dans le low cost, dans le transport aérien, elles sont certes dans le low cost, mais elles se sont repensées pour vraiment optimiser la gestion de l'information. Eh bien, regardez ce qu'elles représentent. Quand vous voyez des majors comme Air France, avec tout ce que vous avez pu entendre ces derniers jours, qui représentent encore un chiffre d'affaires conséquent, mais qui gagnent plus d'argent depuis 5 ans, eh bien, sachez que ces entreprises-là, qui ont repensé leur business model, repensé leur processus, sont extrêmement rentables, puisqu'elles annoncent des profits de l'ordre de 15% net après impôt. Donc c'est ça, aujourd'hui, ce qu'on constate. C'est que les entreprises dites numériques, celles qui se sont repensées par rapport à, je dirais, l'outil informatique, eh bien, génèrent 2 à 3 fois plus de rentabilité que les autres. Prenons une nouvelle fois un peu de perspective, en particulier sur un indice qui est un indice très important aux États-Unis puisqu'il s'appelle le Standard & Poor's 500. Ce sont les 500 premières multinationales américaines qui font partie des plus grandes entreprises au monde. Qu'est-ce qu'on constate? Richard Foster a montré qu'en 1960, la durée de vie était en moyenne 60 à 80 ans. En 1980, tenez-vous bien, la durée de vie de ces entreprises est descendue à 40 ans. Au début des années 2000, 2010, elle est descendue à 20 ans. Et aujourd'hui, en 2015, les derniers chiffres viennent de sortir, il y a une semaine. Quand on fait partie des 500 plus grands groupes américains, vous savez quelle est sa durée de vie? 18 ans. 18 ans. Alors ça, il faut bien imaginer que c'est absolument pas normal. Dans une économie normale, ce point-là devrait susciter nos plus grandes interrogations. C'est pas la vie d'une entreprise normale, ça. C'est qu'il y a un phénomène de fond qui est en train complètement de balayer les grands acteurs, les grandes multinationales, qui est en train de les faire vaciller, vaciller. Eh bien, c'est clairement la révolution numérique. Parce que dans le même temps, ce qu'on constate, c'est des entreprises sorties de nulle part, qui n'existaient pas il y a 20 ans, comme Amazon, réalisaient déjà plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Des sociétés comme Google, qui n'existaient pas il y a 15 ans, qui ont déjà plus de 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et ce qu'on oublie de dire, parce qu'on a toujours les yeux rivés au mauvais endroit, sur les États-Unis, c'est certes, l'économie américaine est encore la première du monde. C'est plus qu'une question de moi maintenant. Elle va être dépassée très prochainement, elle est déjà en PPA, pour les économistes, en parité de pouvoir d'achat, par l'économie chinoise. Et les premières sociétés du numérique aujourd'hui sont bel et bien chinoises en termes de chiffre d'affaires. J'y étais ces 3 dernières années 2 fois pour observer ce qui se passe. Eh bien, j'ai la chance en tant qu'universitaire d'être reçu par les plus grands centres de recherche. C'est impressionnant comment la Chine m'explique que dans la révolution industrielle, les premiers étaient effectivement les Britanniques, les deuxièmes les Français, puis 30 ans plus tard les Américains et les Allemands. Et bien que, sans doute dans l'histoire, ce ne seront pas les premiers, ce sont les États-Unis qui très clairement resteront dans cette révolution numérique cités en premier. Ce ne seront pas les Français en deuxième. Les Français aujourd'hui se situent dans tous les classements à la 25e place. 25e place alors qu'on est la 5e puissance économique mondiale. Eh bien, c'est vraisemblablement la Chine qui sera citée en deuxième position. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 15 ans au niveau du gouvernement qu'ils ont établi ce qu'ils appellent une stratégie 360 digitale qui a pour but, sur chaque line of business, comme disent les Américains, de préparer leurs champions. Allez voir Google en Chine, c'est moins de 12% de part de marché. Baidu, c'est plus de 85% des requêtes. Allez voir Taobao, on parle d'Alibaba, mais en fait c'est Taobao, la vraie société, qui représente l'eBay, quelque part chinois, c'est plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que Taobao fait plus de chiffre d'affaires que les 5 premières sociétés du numérique américaines. Voilà des gens qui ont compris. Ils ont leur Twitter, ils ont leur Facebook, QQ, etc. Tout est prêt. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement choisi la bonne stratégie. Alors, pour terminer, il y a un leurre aujourd'hui. Un leurre, c'est de commencer par la techno. La technologie est fondamentale.
Mais ce n'est pas la technologie qui crée les nouveaux modèles. C'est absolument pas la technologie. C'est tout simplement de repenser l'organisation, repenser son entreprise. Et donc, on voit aujourd'hui le plus grand penseur, Clayton Christensen, qui, quand vous parlez d'innovation, quand vous parlez de disruption, est la référence, le professeur de Harvard, lui-même avoue, reconnaît dans son premier bouquin avoir fait une erreur magistrale, c'est d'avoir mis la technologie en avant. Non, la technologie, ça fait vendre la technologie, et tant mieux pour l'industrie informatique, mais ça ne change absolument pas la performance, l'innovation de nos organisations. Et c'est là que nous faisons face, il faut bien en avoir conscience, au fameux paradoxe de Solow. Solow dit, super, on voit des ordinateurs et de l'informatique partout, sauf dans les statistiques de productivité. Eh bien oui, d'un point de vue numérique, nos entreprises ne sont pas plus performantes, toujours pas. Prenez l'exemple de la messagerie. Toutes les études montrent que la messagerie, ponctuellement, ça coûte 10 à 20 fois moins cher d'envoyer un message, etc. Le seul souci, c'est qu'on l'utilise un peu n'importe comment. Les usages n'ont pas été repensés, y compris avec la bureautique. On a supprimé les emplois, les secrétaires, les assistantes, etc. Aujourd'hui, un col blanc en moyenne passe moins de 30% de son temps sur ce qu'on appelle des activités à valeur ajoutée, alors qu'avant, il passait 70% de son temps sur des activités à valeur ajoutée. Donc c'est bien là qu'est le sujet aujourd'hui de la productivité. Et pour ce faire, on a un homme qui, l'histoire est intéressante, Maurice Lévy, qui a failli devenir le premier communicant au monde en rachetant Omnicom, qui dit attention, la société est en train de s'ubériser, qui montre bien le changement de modèle. Et quand les Américains ont essayé de savoir qui était cet homme, qui allait devenir le premier publicitaire, le premier communicant au monde, ils étaient admiratifs de son business model, c'est Publicis. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il réalisait déjà plus de 50% de son chiffre d'affaires grâce au numérique. Il a été un visionnaire, un précurseur. Et à Paris, Maurice Lévy avait honte de dire d'où il venait. Vous savez pourquoi? Alors qu'il l'a révélé aux Américains, sa première fonction était informaticien. Mais à Paris, être informaticien, quand vous êtes à Polytechnique par exemple, c'était les derniers de la classe qui faisaient informatique. Les autres faisaient finance, assurance, etc. Donc l'informatique a toujours été pris comme, allez, une seconde discipline. Et enfin, des gens comme Maurice Lévy font leur coming out et disent si j'étais aussi visionnaire, c'est que justement, je venais du monde informatique et télécom. Rapidement, les études, aujourd'hui, qui vous confirment tout ça, une étude qu'on a menée nous-mêmes lors d'un tour d'Europe. 99% des professionnels que vous êtes considèrent que la révolution numérique est bien là. Quand on regarde aujourd'hui, par rapport à son entreprise, eh bien, si on prend le cas dans l'Europe francophone, un tiers considère que leur entreprise est bien préparée, un tiers seulement. Si on prend la fameuse étude de Roland Berger de la fin 2014, qu'est-ce qu'elle montre? Que les entreprises qui ont une vraie vision stratégique ont 6 fois plus de croissance que les autres. Pire, les salariés sont la moitié plus heureux. Et autre étude, celle du MIT, qui est assez fabuleuse, qui elle a classifié les entreprises en 4 catégories, vous pouvez le faire d'ailleurs pour vous-même. Les entreprises dites numériques, les digirati, celles qui sont innovantes, mais sur un métier ou en particulier, on appelle ça les fashionistas. Et bien regardez les seuls qui aujourd'hui sont rentables, ont une croissance du chiffre d'affaires et ont une valorisation de marché importante, ce sont bel et bien les entreprises numériques. Tous les chiffres sont là aujourd'hui. Et pour terminer, ce sera mon avant-dernier slide, l'étude du MIT aussi met le doigt sur les freins. Et regardez les freins, ils parlent d'eux-mêmes. On n'a pas le temps pour ça maintenant. Manque de familiarité avec le numérique, résistance aux nouvelles approches. Quel est le vrai défi? Votre défi, et ce sera mon dernier slide, c'est de changer la culture de l'entreprise. On ne passe pas d'un mode industriel à un mode numérique comme ça. Nous, informaticiens, on a souvent été les fournisseurs par rapport aux métiers qu'on appelait les clients. Non, aujourd'hui l'heure est grave. Nos sociétés doivent se réformer. Et je pousse, moi, tous les DSI que je vois à sensibiliser leur direction générale. Quitte à utiliser ces chiffres-là pour leur expliquer ce qui se passe, parce qu'ils ont la tête dans le guidon.
Mais la révolution numérique, il faut la faire aujourd'hui. C'est une question de vie ou de mort. Et vous êtes là pour ça, et vous êtes sans doute les sauveurs de votre entreprise. Merci.